Il existe de nombreuses méthodes différentes pour authentifier les clients sans fil lorsqu'ils essaient de se connecter au réseau. Ces méthodes ont évolué au fil du temps pour corriger certaines faiblesses de sécurité. Dans ce cours, nous allons voir les méthodes d'authentification les plus courantes que vous pourriez rencontrer. Au tout début de la norme 802.11, il n'y avait que deux méthodes d'authentification, l'Open Authentication et le WEP. L'Open Authentication, qui se traduit simplement par l'authentification ouverte, est fidèle à son nom. C'est-à-dire que c'est un accès ouvert au LAN sans fil. La seule exigence est que le client doit utiliser la norme 802.11 pour pouvoir s'associer au point d'accès et c'est tout. Il n'y a ni mot de passe et ni contrôle de l'identité. Alors vu comme ça, c'est vrai que ça ne semble pas très sûr. Mais en fait, cette méthode a surtout pour but de valider que le client possède bien un équipement compatible avec la norme 802.11. Quant à l'identité du client, eh bien il sera vérifié par d'autres moyens. Par exemple, dans les lieux publics, comme à l'aéroport ou même dans les hôtels, vous pouvez librement accrocher la borne Wi-Fi. Et dès que vous ouvrez votre navigateur, eh bien c'est là qu'on vous demande d'accepter les conditions d'utilisation du Wi-Fi et de vous authentifier avant de pouvoir accéder au réseau. Comme vous pouvez vous en douter, l'authentification ouverte n'offre aucune sécurité sur le chiffrement des données entre le client et le point d'accès. C'est pourquoi la norme 802.11 a défini le WEP comme une méthode pour rendre une liaison sans fil proche d'une connexion filaire. Le WEP utilise l'algorithme de chiffrement RC4 dans le but de cacher les données qui circulent dans les airs pour qu'ils ne se fassent pas écouter. C'est ce qu'on appelle la clé WEP. Le WEP est connu comme une méthode de sécurité à clé partagée, c'est-à-dire que chaque client et point d'accès doivent partager la même clé pour que le client puisse s'associer au point d'accès. La clé WEP peut aussi être utilisée comme une méthode d'authentification et comme un outil de chiffrement. Dans ce cas, le point d'accès va tester le client de la clé WEP en lui envoyant une phrase aléatoire pour le tester. Le client va crypter cette phrase avec sa clé WEP et renverra le résultat au point d'accès qui pourra comparer le chiffrement du client avec le sien pour voir si les deux clés donnent les mêmes résultats. Les clés WEP peuvent avoir une longueur de 40 ou 104 bits, ce qui représente une chaîne de 10 ou 26 caractères hexadécimaux. En règle générale, plus les clés sont longues et plus le cryptage est robuste. Mais ce n'est pas le cas pour le WEP. Le WEP est rentré dans la norme 802.11 en 1999. Et c'est peu de temps après, en 2001, qu'un certain nombre de faiblesses ont été découvertes sur le WEP. Il fallait donc trouver de nouvelles méthodes plus efficaces pour sécuriser les réseaux sans fil. Et ce n'est qu'en 2004 que l'amendement 802.11i est sorti et que le WEP a perdu officiellement de la popularité. C'est pourquoi aujourd'hui le cryptage WEP est considéré comme une faible méthode pour sécuriser un LAN sans fil. Avec uniquement de l'authentification ouverte et du WEP, disponible dans la norme 802.11 d'origine, il fallait trouver une méthode d'authentification plus sécurisée. Alors plutôt que de rajouter de nouvelles méthodes d'authentification dans la norme 802.11, une nouvelle structure plus flexible et plus évolutive a été créée. Il s'agit de la norme 802.1x qui repose sur le protocole EAP. Le standard 802.1x est une solution de sécurisation mise au point en juin 2001 par l'I3E permettant d'authentifier un utilisateur souhaitant accéder à un réseau, qu'il soit filaire ou non, grâce à un serveur d'authentification. Le 802.1x repose sur le protocole EAP défini par l'IETF, dont le rôle est de transporter les informations d'identification des utilisateurs. Le fonctionnement du protocole EAP est basé sur l'utilisation d'un contrôleur d'accès chargé d'établir ou non l'accès au réseau pour un utilisateur. Faut voir le contrôleur d'accès comme un simple garde-barrière
qui sert d'intermédiaire entre l'utilisateur et un serveur d'authentification. Dans le cas d'un réseau sans fil, c'est le point d'accès qui joue le rôle de contrôleur d'accès. Le serveur d'authentification permet de valider l'identité de l'utilisateur que le contrôleur réseau lui aura transmis, et il lui renverra ses propres droits. En règle générale, on utilise un serveur Radius comme serveur d'authentification. Nous allons maintenant voir les différentes méthodes d'authentification du protocole EAP. Pour tenter de remédier aux faiblesses du web, Cisco a développé une méthode d'authentification sans fil qu'on retrouve avec les initiales de LEAP. Pour s'authentifier, le client doit fournir un nom d'utilisateur et son mot de passe. Le serveur d'authentification et le client s'échangent des messages cryptés de type challenge. Ce sont des messages cryptés et envoyés pour valider l'authentification mutuelle. Tant que ces messages de test peuvent être décryptés avec succès, le client et le point d'accès resteront authentifiés. Le problème, c'est que cette méthode a été déployée à l'époque où le web était encore très largement utilisé. Et le LEAP a tenté de surmonter les faiblesses du web en utilisant des clés web dynamiques qui changeaient très fréquemment. De plus, et c'est le plus gros souci, c'est que la méthode utilisée pour crypter les messages de challenge s'est retrouvée très vulnérable. C'est pourquoi le LEAP est fortement déconseillé. Alors même si les clients et contrôleurs sans fil donnent toujours la possibilité d'utiliser cette méthode, eh bien il est préférable d'en prendre une autre. Par la suite, pour pallier aux faiblesses du LEAP, Cisco a développé une méthode encore plus sécurisée qui est le EAP Fast. Ici, les informations d'authentification sont protégées en transmettant une protection d'accès qu'on retrouve sous les initiales de PAC, entre l'AS et le demandeur. Le PAC est une forme de secret partagé qui est généré par le point d'accès et utilisé pour une authentification mutuelle. Cette méthode est une séquence qui se déroule en 3 phases. Pour commencer, le PAC est généré et installé sur le client. Ensuite, une fois que le client et le serveur d'authentification se sont identifiés, ils vont négocier un tunnel TLS. Et pour terminer, l'utilisateur final pourra ensuite être authentifié à travers ce tunnel TLS pour plus de sécurité. Comme pour les autres méthodes basées sur EAP, cela demande un serveur Radius qui devra obligatoirement fonctionner comme un serveur EAP Fast pour pouvoir générer des PAC par utilisateur. Passons maintenant à la méthode suivante. Comme pour la précédente, le PEAP utilise une authentification interne et externe, sauf que le serveur d'authentification présentera un certificat numérique pour s'identifier auprès du client. Et si le client est satisfait de cette identité qu'a fourni le serveur d'authentification, eh bien les deux construiront alors un tunnel TLS qui servira à l'identification du client et à l'échange de clés de chiffrement. Alors à noter que seul le serveur d'authentification possède un certificat pour la méthode PEAP. Ça signifie que le client peut facilement authentifier l'AS. Le client, lui, ne possède pas ou n'utilise pas son propre certificat. Il doit être authentifié dans le tunnel TLS à l'aide de l'une de ces deux méthodes. Une méthode PEAP en version Microsoft et la méthode GTC, qui est simplement une version de Cisco. Et la dernière méthode EAP est celle qui utilise la couche de transport de sécurité, le TLS. Il offre une bonne sécurité car il utilise 2 certificats pour la création d'un tunnel sécurisé qui permet ensuite l'identification. Un certificat côté serveur et un autre côté client. Ce qui signifie que même si le mot de passe est découvert, il ne sera d'aucune utilité sans le certificat client. Alors même s'il procure une énorme sécurité, le problème c'est qu'il faut obligatoirement que tous les clients disposent d'un certificat, ce qui peut être difficile et coûteux de gérer un certificat par machine pour les entreprises qui ont énormément de machines.